les principaux désordres qu'on constate visuellement dans un premier temps, ce sont des désordres de fissuration importantes, des chutes d'objets, suspendus ou pas, et puis la fissure qui peut conduire jusqu'à l'effondrement de structures, localisées voire généraux. Il y a une réglementation qui est définie par l'arrêté du 22 octobre 2010 qui classifie le territoire français en zone de sismicité faible à élevée. Donc la faible sismicité, le bassin parisien, le bassin aquitain. Et puis en gros, plus le relief est marqué, plus le niveau d'intensité sismique est élevé. Sachant qu'au niveau du territoire français, c'est les Antilles qui ont le niveau le plus élevé. Les dispositions constructives des bâtiments sont identifiées toujours par le même arrêté du 22 octobre 2010 qui classifie les bâtiments en catégorie d'importance 1 du type local sans activité humaine permanente à catégorie d'importance 4. À titre d'exemple, on peut citer les maisons individuelles. Donc les dispositions constructives sont essentiellement liées à la zone de sismicité où on se trouve. Donc en zone 1 et en zone 2, il n'y aura aucune préconisation parasismique obligatoire. Et ce sera qu'à partir de la zone 3, 4 et 5 où il y aura effectivement des minimums de dispositions constructives à mettre en œuvre. Lorsqu'on construit en zone sismique, le mieux est de s'en préoccuper dès la conception du projet, donc avec des échanges avec les différents intervenants du projet. Donc au niveau comportement vis-à-vis du sol, une étude de sol paraît nécessaire. Après, ça dépend essentiellement de l'importance de la construction, mais l'étude de sol doit pouvoir écarter dans certaines zones le risque de liquéfaction de sol, qui peut être très préjudiciable. Après, il y a le maître d'œuvre qui participe à la conception parasismique du bâtiment avec le bureau d'études. Tout ceci pour fournir une attestation parasismique qui sera communiquée aux différents intervenants, notamment le bureau de contrôle, qui doit montrer dans un premier temps que la conception du bâtiment est apte à répondre aux sollicitations sismiques. Même pour tout type de bâtiment, même les bâtiments les plus simples, à simple rez-de-chaussée, doivent être conformes aux règles parasismiques. Donc au niveau de la réglementation française, les principes de conception sont donnés par l'Eurocode 8 et son annexe nationale de décembre 2007, donc qui définit en fonction de la catégorie d'importance et de la zone de spécificité le mode de contreventement à retenir. Donc on peut retenir au moins 2 voiles par direction, continue du sommet de la construction jusqu'en bas, des planchers diaphragmes qui équilibrent bien les efforts, des poteaux courts à éviter, et puis des semelles de fondation qui sont reliées la plupart du temps par des réseaux non gris. Alors effectivement, au niveau de dispositions simples, je dirais que plus le bâtiment est régulier, mieux il va se comporter sous station sismique. Il faut éviter également de mettre des masses en hauteur. Le mieux, c'est de mettre les masses le plus près possible du centre de gravité du bâtiment, pas trop les excentrer vers le haut. Si les bâtiments sont découpés en plusieurs blocs indépendants, il faut prévoir des joints de dilatation entre ces différents blocs. Une valeur usuelle de 4 cm est un minimum que l'on retient le plus fréquemment. Donc les éléments non structuraux, le grand principe, c'est qu'ils ne tombent pas sur les occupants. Donc les attaches doivent être dimensionnées en prenant un minimum d'efforts qui sont donnés par la réglementation. Les cloisons doivent être attachées en tête de façon à ne pas basculer. Le tout, c'est d'assurer la sécurité des occupants, même pendant la phase d'évacuation. Donc au niveau des toitures, notamment en zone de spécificité 4, il faut se préoccuper de la nature de la toiture. Donc ces toitures en tuiles, on prévoit une densité de fixation plus importante. Et par contre, si on a des toitures en ardoise, on aura des fixations renforcées du fait de l'augmentation de masse de ces ardoises. Donc dès qu'on fait des rénovations lourdes, qui sont définies par l'arrêté du 22 octobre en fonction de la catégorie d'importance du bâtiment, notamment si on commence à modifier des zones de plancher de façon importante, supprimer essentiellement des zones de plancher, donc il faudra mettre en conformité parasismique l'intégralité du bâtiment. Donc reprendre les structures porteuses, rajouter des voiles, rajouter des éléments de contreventement
et surtout se mettre en conformité par rapport à l'alimentation. Donc la rénovation de l'existant au niveau financier peut être importante. Dans certains cas, parfois il est même moins coûteux de reprendre une structure à neuf que d'essayer de rénover un bâtiment existant, parce que les travaux sont très pénibles et c'est compliqué à mettre en œuvre. Alors effectivement, il y a des cas, notamment dans les monuments historiques, où on ne peut pas se permettre de les détruire. Il faut trouver un consensus entre les structures qu'on va rajouter et les possibilités offertes par le bâtiment de par sa classification. Donc certains bâtiments en rénovation, lorsqu'il y a des grandes cheminées ou des éléments élancés qui sont présents, effectivement, un haubanage ou des fixations complémentaires seront toujours un mieux pour assurer le non-effondrement de ces éléments.